Donc, pour parler un peu du contexte PME, comme ailleurs dans le monde, les PME représentent une majeure partie des entreprises et une grande partie de la main-d'œuvre au Québec. Plusieurs études se sont intéressées à la prise en charge de la SST dans les PME et des contraintes particulières ont été identifiées, telles la pression financière, donc un coût de démarrage élevé, une marge de profit faible, donc qui ont été mis. On a mis quelques auteurs comme communication, mais il y a plusieurs auteurs qui ont parlé de ça. Il y a aussi un constat qui concerne qu'il y a plus d'accidents de travail que dans les grandes entreprises. Un autre constat porte, en fait, c'est un constat qui porte un peu plus sur des travaux que nous avons vus dans la littérature grise, qui porte sur le secteur manufacturier qui pourrait être confronté à plus de risques de blessures et de maladies professionnelles, notamment à cause de l'exigence des tâches de travail pour ce secteur et aussi pour l'environnement qui est un peu plus instable, je dirais. On a identifié aussi des conditions opérationnelles uniques, telles des structures organisationnelles plus souples, et aussi la proximité dans les interactions gestionnaires-employés. Et pour être plus spécifique aux études qui portent sur la santé et la sécurité au travail, voici des conditions opérationnelles uniques dans les PME qui les distinguent des grandes entreprises. Donc on voit moins de structures de gestion formalisées et d'expertise en SST. On voit moins d'accès aussi à des sources de conseil et d'assistance externe. Et ceci a été souligné depuis 2003 par notre collègue Champoux et son collaborateur. Il y a plus de risques de blessures et aussi de conséquences qui sont sous-estimées. Il y a peu d'anticipation des problématiques santé-sécurité et donc on agit après que les problèmes surviennent. Et un point qui nous a étonnés lors de notre revue de portée qu'on a fait, donc il y a très peu de recherches sur les pratiques des PME qui sont spécifiques au processus de retour au travail. Donc très peu de recherches qui concernent le retour au travail qui est adapté aux petites et moyennes entreprises. Pour ce qui est des études sur le retour au travail, il y a plusieurs études qui ont été réalisées par nous et par notre équipe de recherche, mais aussi à l'international. Généralement, on considère qu'il y a comme 3 phases de retour au travail qui concernent le retour au travail. Donc, il y a la phase d'absence du travailleur ou de la travailleuse, il y a la phase de reprise du travail avec des aménagements ou accommodements, avec ou sans. Puis il y a le retour et le maintien au poste prélésionnel. Maintenant, il y a d'autres phases, chaque étude en 5 phases, 6 phases, 3 phases, mais on peut les regrouper sous ces 3 phases. Il y a aussi des études qui ont été réalisées pour définir des principes de retour et maintien durable au travail. Et il y a même un document qui a été publié par l'Institute for Work and Health in Ontario. Il y a des actions qui ont été précisées par rapport aux différentes phases et par rapport aux différentes parties prenantes dans le processus de retour au travail. Une chose importante que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est le fait que ces études ont été réalisées majoritairement en grandes entreprises, en contexte de grandes entreprises, ou sans nécessairement différencier entre des spécificités de la PME et les généralités pour la grande entreprise en ce qui concerne le retour et le maintien durable en emploi.
Nous avions, pour ce projet, nous avions deux objectifs. Le premier, c'était de brosser un portrait des modalités d'application de la gestion des invalidités et du retour à maintien durable au travail dans les PME du secteur manufacturier. Et ceci pour mettre en évidence des besoins particuliers et des contraintes. Il y avait un deuxième objectif qui concernait le fait on voulait cibler des leviers et aussi des éléments stratégiques qui pourraient être favorables au retour à maintien durable à l'emploi dans ce type d'entreprise, dans les PME. Quelques éléments méthodologiques, il s'agissait d'un devis exploratoire descriptif, qualitatif, qui se déroulait en 2 étapes. Finalement, on avait des entretiens individuels semi-dirigés avec 8 dirigeants qui provenaient de 8 PME différentes. Et on avait aussi des groupes de discussion, 2 groupes pour être plus précise, qui rassemblaient 16 intervenants du milieu. Il s'agissait cette fois-ci des intervenants externes, donc des gens qui étaient appelés à intervenir dans le retour au travail dans les PME. Les participants, on voulait avoir une expérience d'au moins 2 ans dans la gestion des invalidités, autant pour les dirigeants que on voulait que les gens soient au moins depuis 2 ans, puis qu'il ait eu à gérer des cas de retour et maintien durable en emploi dans les PME, plus que 3. Donc, ça c'était parmi les critères de sélection. Je dirais que les entreprises qui étaient mutualisées, ce n'était pas un critère, mais finalement, toutes les entreprises qui ont répondu à notre appel, c'était des entreprises qui étaient mutualisées, puis ça peut être comme une limite, mais je le mentionne ici. Au niveau des outils, on avait un guide d'entretien qui était préalablement conçu. On avait aussi un canevas de thèmes à aborder lors des focus group. La préparation de ces outils était faite en fonction des constats que nous avions à partir de recherches passées et aussi à partir de la littérature, en fonction de nos objectifs aussi, bien sûr. Et donc je vais vous présenter les résultats, puis les résultats je vais les présenter en 2 phases, en fonction des objectifs. Donc déjà, je vais commencer par le premier objectif qui était vraiment de faire le portrait de comment était fait le retour et maintien durable au travail dans les PME. Pour ça, je vais faire une petite partie sur la politique et procédure, puis après, justement, je vais présenter comment est fait le retour et maintien durable au travail par phase. Et donc, pour y aller sur justement comment sont faites les politiques et les procédures dans les PME, il faut dire qu'il n'y a généralement pas de politiques qui sont écrites en fait. C'est beaucoup une gestion médico-administrative de l'absence. Donc ça va être tout ce qui va être les exigences légales qui découlent d'un accident du travail par exemple. Donc tout ce qui va être sur l'indemnisation, tout ça, il y a des documents qui sont produits par le CNSST. Donc ça, ils vont beaucoup les utiliser, mais eux-mêmes, ils vont pas forcément produire beaucoup de documents. Il va y avoir de temps en temps des documents qui vont être produits à l'interne, mais ça va être vraiment pour détailler le processus d'absence, processus de retour au travail. Ça va souvent être donné au travailleur lors de son accident de travail, donc juste avant qu'il parte pour aller voir le médecin, puis il peut avoir un aperçu de qu'est-ce qui l'attend en fait par la suite. Vous allez voir que dans les résultats, j'ai souvent mis des verbatims. Je ne vais pas vous les lire, mais ça vous laisse de quoi lire vous pendant que je présente. Mais ça permet d'illustrer quand même d'où viennent les résultats aussi. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter ça un peu par phase, justement. Puis, au niveau de l'absence du travail, donc au niveau de l'absence du travail, un gros résultat qui est ressorti, c'était que toutes les PME qui étaient interrogées, il y avait systématiquement un contact entre le gestionnaire et la personne qui était en absence.
Encore une fois, c'est beaucoup au niveau médico-administratif, puisque souvent ce contact-là va se faire dans le cadre de suivis médicaux, pour savoir si la personne reste encore en arrêt de travail, si jamais elle peut revenir, est-ce qu'elle a eu une possibilité de faire de l'assignation temporaire. Donc ça a été beaucoup fait. Par contre, aussi, ce qu'on a vu aussi, c'était que dans certaines entreprises, il pouvait y avoir des contacts beaucoup plus informels, que ça soit par exemple le supérieur immédiat qui allait contacter son travailleur qui était en absence pour lui demander, pour prendre des nouvelles. Donc ça allait être fait en fonction de comment était à la base la relation entre les deux avant l'accident de travail. Et aussi, ce qui est possible aussi de faire dans les petites entreprises, c'est de prendre des nouvelles par l'intermédiaire de collègues avec lesquels le travailleur était proche. Et donc, on va pouvoir lui demander par les collègues, as-tu eu des nouvelles? Comment ça se passe? Comment va son arrêt de travail? Une fois que la phase d'absence peut se finir, il y a deux modalités en fait de reprise de travail. La première, plus importante peut-être, c'est l'assignation temporaire. Donc ça veut dire revenir sur un poste différent du poste prévisionnel. Ou la deuxième, c'est retour progressif. Alors retour progressif, j'ai mis des guillemets autour, puisque c'est quelque chose dans les cadres de la CNSST, il y a vraiment quelque chose qui s'appelle retour progressif, mais quand les gestionnaires nous parlaient de retour progressif, ils avaient plutôt tendance à nous parler de tous les arrêts de travail qui n'étaient pas consécutifs à un accident de travail, donc qui n'étaient pas pris en charge par la CNSST, donc tout ce qui était plutôt sur l'assurance collective. Et là, c'était ce qu'ils avaient parlé de retour progressif. Et donc, je vais commencer par l'assignation temporaire. L'assignation temporaire, c'est quelque chose de très important. C'est comme dans toutes les PME interrogées, c'est la base du processus de retour au travail, en fait. C'est très important puisque il y a un avantage financier, en fait, dans le fond, pour les PME. Ça permet comme de limiter le temps d'absence et donc ça permet de diminuer le coût des primes d'assurance pour l'entreprise. Mais il y a aussi un avantage thérapeutique aussi pour le travailleur, puisque on sait que plus l'arrêt de travail est long, plus c'est difficile de reprendre le travail après. Donc on essaye de limiter l'arrêt de travail pour laisser la personne engagée dans son milieu de travail. Ce qu'on a vu justement, c'était que la plupart des assignations temporaires étaient faites par rapport aux formulaires, à des formulaires qu'on pouvait prendre sur les sites de la CNSST ou sur les sites notamment des mutuelles de prévention ou des ASP, avec plus ou moins d'adaptation. Et là, c'est important de noter que depuis qu'on a été justement prendre ces données là auprès de gestionnaires, il y a eu un gros changement en fait dans la loi il y a beaucoup de changements, mais notamment sur l'assignation temporaire. C'était qu'avant, on pouvait juste envoyer des formulaires avec notamment le médecin allait choisir, puis allait dire la personne peut faire ceci, peut faire cela, peut faire ceci, ne peut pas faire cela, cela. Maintenant, c'est beaucoup plus précis. C'est vraiment l'entreprise qui doit faire 2 propositions détaillées d'assignation temporaire et le médecin, lui, va juste dire oui, cette assignation temporaire-là est possible à faire ou non. Il ne peut pas juste dire faites telles affaires, faites telles affaires, faites telles affaires. Donc ça, on ne sait pas comment ça va pouvoir être mis en place dans les PME qui ont beaucoup moins de ressources justement pour pouvoir mettre ça en place. Ça va être quelque chose qu'on va regarder notamment lors de notre prochaine recherche sur la collaboration, de voir comment ça a été mis en place. Mais là, vraiment une grosse note. Ça a été fait avant, donc tous les résultats que je vais vous montrer, c'était sur l'ancienne version en fait, de la loi. Et donc, il y a 2 possibilités d'assignation temporaire dans ce qu'on a vu. La première, c'est l'assignation temporaire sur un poste de bureau, un poste clérical un petit peu. Ça va être un gros avantage, c'est que ça permet d'être adapté à une grande variabilité de limitation fonctionnelle. Par contre, le désavantage certain de ça, c'est que le travailleur concerné n'a pas forcément les compétences pour avoir ce poste-là, il n'a pas forcément non plus l'intérêt d'avoir un tel poste. Et donc, quand on n'a pas forcément les compétences ni les intérêts, ça diminue en fait l'effet bénéfique de l'assignation temporaire. La personne, le travailleur, de temps en temps, peut se sentir non qualifié et peut même aller à reculons vers son poste d'assignation temporaire, ce qui diminue grandement les bénéfices de l'assignation temporaire. Donc, pour pallier à ça, il y a l'assignation temporaire sur un poste qui est similaire en fait au poste prévisionnel. Donc, ça veut dire que la personne va reprendre un poste pour lequel elle a les compétences, pour lequel elle a l'expérience,
Mais par contre, on va choisir les tâches en fonction de ce qu'il peut faire par rapport à ses limitations fonctionnelles. Ce qu'on a vu dans les PME interrogées, c'est que beaucoup le choix des tâches dans ce cas-là était fait de manière informelle en fait. Souvent, ça allait être le gestionnaire qui allait soit choisir des tâches tout seul, soit aller prendre des informations auprès des supérieurs du travailleur pour dire tiens, qu'est-ce que tu pourras lui faire comme assignation temporaire en fonction de ses limitations fonctionnelles. Parfois, le travailleur peut être on peut lui demander son avis. Te sens-tu capable de faire ça? Voilà ce qu'on a décidé. Est-ce que ça te paraît convenable? Mais c'est vraiment pas la grande majorité. Donc souvent, ça va plutôt être quelque chose qui va être décidé gestionnaire et de temps en temps avec l'apport du supérieur. Ce qu'on a vu par contre, il y a eu quelques exemples comment je pourrais dire, de mise en place de choses qui vont un petit peu, qui sortent de ce qu'on peut retrouver ailleurs, notamment la possibilité de jumelage. Donc ça, c'était beaucoup quand c'était fait un travailleur avec beaucoup d'expérience qui se blessait. Mais les entreprises avaient tendance à vouloir le faire revenir, puis il n'allait pas faire la job la plus lourde, mais comme il allait travailler avec quelqu'un qui était peut-être plus jeune, qui pouvait faire cette job-là, mais ça permettait aussi en fait, de former un peu le jeune travailleur. Donc ça, il y avait beaucoup ça qui pouvait revenir. Ben, il y avait pas beaucoup, mais ça pouvait revenir, puis c'était intéressant comme façon de mettre en place. Et par contre, une chose qui est importante à souligner, c'est qu'il y a très peu d'intervenants externes qui regardent l'assignation temporaire, puis qui peuvent aider à l'assignation temporaire. Donc juste un petit exemple rapide, mais qu'on nous a signalé dans les groupes de discussion, c'était un ergothérapeute qui nous disait qu'il avait été dans une entreprise, puis qu'il était amené à regarder justement notamment les postes de limitation fonctionnelle. Et il y avait une personne qui avait une lésion au poignet et qui avait comme ce qu'on appelait comme un travail léger, puisqu'elle était juste assise, donc c'était un travail léger, mais en fait, elle était avec beaucoup de manipulation de boîte. Donc en fait, elle faisait beaucoup travailler ses poignets, puis la lésion était au poignet, donc c'était pas du tout en adéquation avec les limitations fonctionnelles. Puis c'est un peu ça de temps en temps, quand on essaye de le faire un peu tout seul à l'interne, il peut y avoir ces problèmes qui ressortent. Un petit mot sur le retour progressif. Donc justement, là, c'est vraiment dans le cas régulièrement de quelque chose qui n'est pas indemnisé par la CNSST. Donc là, ça va être un retour sur le poste prélésionnel directement, mais on va faire quelques aménagements. Généralement, c'est un aménagement d'horaire, donc la personne va revenir comme juste à mi-temps ou 2 jours sur 5. Mais il peut y avoir quelques allègements de tâches, ou peut y avoir aussi quelques accommodements, comme la possibilité de s'asseoir de temps en temps, comme la possibilité de prendre plus de pauses au besoin, ce genre de choses-là qui nous ont été mentionnées. Tout ce qui est la partie de retour et maintien au travail, donc c'est-à-dire quand la personne, sa lésion est consolidée, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est une des phases où en fait, il n'y a pratiquement rien qui n'est fait dans les PME, et en tout cas dans les PME interrogées, il n'y a pratiquement rien qui est fait. Déjà, il y a la difficulté au Québec de voir un médecin, donc de temps en temps, il n'y avait même pas la consolidation, c'est-à-dire que le médecin disait dans 1 mois, tu devrais être guéri. Et le travailleur, de temps en temps, n'allait même pas revoir son médecin pour valider qu'il était bien guéri 1 mois plus tard. Mais on disait, comme il avait dit 1 mois d'arrêt, là, on considère que c'est fini, puis tu reviens au travail. Donc ça, il y avait cette difficulté-là, justement, dans les entreprises. Et puis, aussi, par contre, la difficulté qu'il y a de l'autre côté pour le travailleur, c'est qu'on considère que quand il revient au travail, son assignation temporaire, par exemple, est finie, il doit être en mesure de produire comme il produisait avant son arrêt de travail. Donc, il y a très peu de buffer. Si tu es sur ta job régulière, produis comme tu produisais avant. Et il y a aussi très peu de suivi dans le temps pour aller prendre des nouvelles de la personne qui est revenue à son travail. Ce qu'on a vu, c'était qu'il y avait quelques gestionnaires qui, de manière informelle, allaient, quand il croisait le travailleur, à lui poser des questions pour lui dire « Bon, puis est-ce que ça va bien? Est-ce que tu t'en sors dans ton travail ?» Mais c'était vraiment très, très, très limité. Puis maintenant, je vais passer au deuxième objectif, donc vraiment les leviers. Puis je vais vous présenter
sur les leviers qu'on a vus qui sont existants déjà dans les PME, qu'on nous a déjà mentionnés, puis peut-être les leviers justement, dans une deuxième partie, leviers plus potentiels, qu'est-ce qu'on pourrait faire, sur quels éléments on pourrait appuyer pour justement améliorer le retour et maintien durable au travail. Et dans la partie sur les leviers existants, le premier, le plus important dans les PME, justement, c'est que c'est une plus petite entreprise que les grandes entreprises, mais justement, ça permet d'avoir une plus grande proximité entre travailleurs et gestionnaires. Il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Donc déjà, je vous l'ai mentionné tantôt, mais ça facilite vraiment le contact, notamment le contact quand la personne est là en absence. Il y a beaucoup d'entreprises qui se permettent justement d'aller contacter le travailleur par le supérieur hiérarchique, par d'autres collègues. Donc ça, c'est important. Puis souvent, ce contact-là, cette proximité, ça va augmenter la motivation des travailleurs. Notamment aussi, il y a la grosse difficulté qui nous a été mentionnée dans les groupes de discussion de la perception du harcèlement, tiens, la personne m'appelle pour me demander quand est-ce que je peux revenir, puis moi j'ai tendance à penser qu'elle veut me forcer à revenir vite. Mais c'est un peu moins présent dans les petites entreprises. Par contre, justement, il y a un peu dans les petites entreprises, l'espèce de contrat social de vous faites beaucoup pour moi, moi je suis motivé à revenir travailler le plus vite possible. Mais à l'inverse, quand on va contester une lésion, parce qu'on va dire non, je suis pas d'accord avec le fait que ça soit reconnu comme un accident de travail, mais là justement, on voit que de temps en temps, cette espèce de contrat social peut être un peu rompu, et puis à contrario, ça peut amplifier la démotivation du travailleur qui était comme moi j'ai donné beaucoup pour cette entreprise, j'avais l'impression qu'on était familial, puis quand il m'arrive une bad luck, finalement vous vous retournez contre moi pour dire non, c'était pas un accident de travail. Le deuxième levier, puis là c'est plutôt un levier contextuel en ce moment, c'est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qu'on a au Québec. Ça joue peu sur l'assignation temporaire, ça joue peu sur vraiment les accidents de travail, mais ça joue beaucoup sur tout ce qui va être l'assurance collective. Ce qu'on a vu, c'était que les gestionnaires nous mentionnaient qu'ils faisaient des pieds et des mains, qu'ils trouvaient des nouvelles façons de faire revenir le travailleur parce qu'ils avaient besoin de cette main-d'œuvre qualifiée. Et notamment, là par contre, je vais juste mentionner le verbatim, mais parce que je le trouvais très très intéressant. Le gestionnaire en question nous disait justement qu'il y a 3-4 ans, les personnes qui étaient sur l'assurance collective, tant qu'elles n'étaient pas à 100%, il disait tu restes chez vous, puis quand tu seras en mesure de revenir à 100%, tu reviens. Et que maintenant, justement, il était comme non, moi ces personnes-là, je vais avoir des personnes qui vont être très importantes. Peux-tu venir même ne serait-ce que une journée par semaine, mais une journée, ça serait mieux que rien, puis je vais prendre ça. Donc, ça, c'est le moment d'appuyer justement là-dessus pour faire avancer le retour maintien durable dans les PME, parce qu'elles sont motivées. En tout cas, certaines peuvent être motivées en ce moment. Dans ce qui est levier potentiel, c'est plus ce qui nous a été mentionné donc, lors des groupes de discussion, donc par les intervenants experts et externes, qui sont aussi experts justement, et qui ont été peu mis en place pour l'instant dans les PME. Le premier, puis ça, pour ceux qui connaissent un peu nos recherches avec Juliana, c'est comme un élément qui revient souvent, mais c'est plus d'implication du supérieur immédiat. Le supérieur immédiat, c'est vraiment la personne qui est entre le gestionnaire en haut, qui ne sait pas forcément ce qui se passe sur le terrain, et qui est proche du travailleur aussi. Donc lui, pour l'instant, il est peu impliqué, donc vraiment, pouvoir l'impliquer plus, c'est la personne qui peut savoir qu'est-ce qui peut être fait vraiment dans son milieu de travail, en fonction aussi des limitations fonctionnelles, mais pour ça, il faut absolument notamment le former, et il faut aussi lui laisser justement la marge de manœuvre pour qu'il puisse aider le travailleur dans son retour au travail, et pas donc peut-être on peut jouer sur ses objectifs de production au superviseur. Parce que si on lui dit, tiens, essaye de faire revenir ce travailleur, mais les objectifs de production sont les mêmes, ce que peut faire le superviseur va être très très limité. Le deuxième gros levier, puis c'est un peu là-dessus qu'on va dans la future recherche sur comment collaborer, mais c'est comment faire venir des ressources externes, plus faire intervenir des ressources externes dans les PME. Elles ont besoin de ça, elles ne savent pas forcément comment les faire intervenir, elles n'ont pas forcément non plus les moyens tout le temps de les faire intervenir, mais ce qu'on voit, c'est que
quand il va y avoir vraiment une bonne adéquation entre l'assignation temporaire puis les limitations fonctionnelles du travailleur. Mais ça va être là souvent que ça va être les meilleurs retours au travail. Puis, par adéquation, c'est que on essaye aussi de trouver, d'aller jusqu'au maximum de ce que peut faire la personne. Parce que quand on lui dit, ben tiens, mais assieds-toi sur un poste de bureau, puis juste fais 2-3 affaires, ben elle n'est pas motivée, ça n'aide pas forcément son retour au travail. Donc quand on va vraiment pouvoir aller sur, tu t'en fais le plus habituel, mais tu dépasses pas tes limitations fonctionnelles, c'est vraiment ça qui va être peut-être la plus grosse source de réussite en fait pour le retour et maintien durable au travail. Après cette présentation plus détaillée de nos résultats, j'aimerais discuter de certains des constats que déjà Romain a introduits et aussi parler de certaines voies d'action et de voies de recherche, de pistes d'action et de pistes de recherche qu'on entrevoit actuellement. Donc, l'ensemble de nos résultats dans les PME participantes, on a vu qu'il y a très peu de procédures de retour et maintien durable au travail. On a vu que la gestion des invalidités apparaît principalement sous la responsabilité de l'employeur, qu'elle est plus axée, plus focusée sur l'aspect sur l'aspect administratif et aussi sur l'aspect légal. La gestion des invalidités apparaît principalement sous la responsabilité de l'employeur, qui souvent n'a pas d'expertise en ce qui concerne le retour au travail, puisqu'il est confronté rarement à des situations de retour au travail, et où il y a aussi un cumul d'autres responsabilités. On voit que la gestion des invalidités dans le cadre de la gestion des invalidités, peuvent y avoir des situations de diversité, d'inégalité entre les entreprises et à l'intérieur d'une même entreprise, entre les travailleurs qui peuvent être reliés aux différentes pratiques de retour et maintien durable à l'emploi. Peut-être que nous, on a plus focusé sur ce qui est levier, sur ce qui est positif dans les PME, mais il y a beaucoup de choses à faire justement pour rétablir une certaine équité entre les travailleurs et aussi une certaine homogénéisation des pratiques de retour au travail dans les petites et moyennes entreprises. Donc, en tant que voie d'action qu'on propose, c'est des politiques et des procédures plus formalisées, claires, pourrait contribuer à garantir la conformité légale et à assurer la gestion efficace et équitable des invalidités et des retours et maintien durable au travail. Pour ce qui est de l'assignation temporaire, nous avons vu que les gens l'apprécient beaucoup, les gens dans l'entreprise, mais aussi les professionnels de la santé, ils l'apprécient beaucoup. Il y a toutefois des limites qui ont été mentionnées par rapport à la petite et moyenne entreprise, notamment le manque d'expertise à l'interne dans les PME et le manque de postes disponibles, parce qu'il y a surtout dans le secteur manufacturier, on peut être confronté à cette problématique et donc à une réduction des possibilités de faire des accommodements qui sont adéquats. On a vu que l'importance du respect des limitations fonctionnelles a beaucoup été soulignée et par les employeurs ou les représentants d'employeurs qui sont en charge du retour au travail, mais aussi par les professionnels de la santé. Puis l'importance du suivi aussi, ça a été souligné par les deux types de participants. Comme voie de solution, on voit un meilleur accès ou une amélioration de l'accès à des professionnels de réadaptation
et aussi le développement de structures de collaboration et de soutien pour les PME. Dans ce cas, on parle de structures de collaboration à l'interne entre le superviseur et le travailleur, entre le travailleur et ses collègues aussi, avec les intervenants à l'externe, que ce soit les professionnels de la santé, les représentants de mutuelles ou autres personnes qui peuvent être impliquées dans le retour au travail. Le rôle positif de la mutuelle a été souligné par les PME, tout spécialement en ce qui concerne le respect de l'aspect légal et aussi l'aide pour la gestion médico-administrative. Peut-être qu'on a moins parlé dans notre, mais ça ressort vraiment et surtout de la part des participants qui provenaient qui étaient des focus group, donc des professionnels de la santé. Il semble qu'il y aurait un besoin d'un certain élargissement du rôle de la mutuelle, donc aller plus que sur des questions qui sont légales ou administratives, mais peut-être aller plus dans le suivi, aller plus dans l'aide pour définir l'assignation temporaire. Donc, c'est un peu ce qu'on voit comme piste de solution. Et aussi, des structures de collaboration efficaces entre les professionnels de la santé, les mutuelles, l'assureur. Donc, ça aussi, on trouve qu'il pourrait y avoir des choses à faire. En guise de conclusion, je dirais que les pratiques de gestion des invalidités du retour et maintien durable au travail qui ont été rapportées par nos participants suggèrent un besoin de sensibilisation, un besoin d'encadrement des gestionnaires sur le processus de retour et maintien durable au travail et aussi sur l'importance du respect des limitations fonctionnelles. Les enjeux uniques de la gestion des invalidités et du retour et maintien durable en emploi nous ont fait penser à certains leviers qu'on propose, mais aussi invite les parties prenantes finalement à une réflexion plus systémique sur des possibilités à mettre en place des mécanismes collaboratifs pour mieux encadrer et soutenir les PME dans le processus de retour et maintien durable en emploi. Puis, on avait comme perspective de recherche le projet actuel qu'on vient de commencer. Donc, on va porter une attention particulière dans le développement de cette approche collaborative, d'avoir plus de participants, d'avoir aussi de voir de quelle façon on peut bonifier le rôle de la mutuelle de prévention, de voir dans quelle mesure on pourrait impliquer aussi les ASP dans le processus de retour au maintien durable en emploi, en sachant que ce n'est pas leur mission, le retour au maintien durable en emploi, mais qu'ils peuvent être impliqués. Et de façon générale, le réseautage entre les PME, parce qu'il se peut qu'il y a des possibilités de réseautage entre les PME elles-mêmes dans un secteur en particulier. Donc ça, c'est une autre voie qu'on voudrait explorer à travers la recherche future. Je vous remercie de votre attention.